Très intéressant. Les décideurs d'innovation ont rendez-vous aujourd'hui dans un des temples de l'innovation numérique. L'INRIA participe à l'écosystème français pour essayer de convertir les entreprises à cette révolution digitale. On en parle tout de suite avec son directeur général adjoint, Antoine Petit. Antoine Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'INRIA. L'INRIA, c'est un nom connu dans le paysage et en même temps, on ne connaît pas toujours le détail de ses missions, de sa vocation. Comment est-ce que vous le présentez? Alors, INRIA est un organisme de recherche public qui est spécialisé dans les sciences du numérique et pour être plus précis, sur les volets informatiques et mathématiques des sciences du numérique. C'est le temple du numérique. C'est le temple du numérique, ou un des temples du numérique. Et on a la particularité de dépendre de deux ministères, le ministère de la Recherche, mais aussi le ministère de l'Industrie, ce qui positionne nos recherches de façon un peu particulière sur la scène française. Parce qu'on a quand même le sentiment que vous êtes davantage versé du côté théorique, recherche pure, fondamentale, et que la France en général est très bonne là-dedans. On a des bons cerveaux numériques, on n'a pas toujours le suivi industriel ou les entreprises numériques qui vont avec. Oui, c'est vrai un peu que c'est l'image que donne la recherche académique française, souvent, mais ça correspond à une réalité qui est tout à fait la bonne. Je crois qu'aujourd'hui, la recherche académique se tourne plus vers le monde industriel, et c'est particulièrement vrai pour INRIA. Aujourd'hui, nous, ça fait totalement partie de nos missions premières que de développer les relations avec le monde industriel. Ça passe par la création de start-up, les relations avec les PME, des relations avec les grands groupes. C'est vraiment sur votre feuille de route, ça. C'est notre feuille de route. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un grand groupe vient nous voir, c'est aussi parce qu'il veut avoir accès aux meilleurs cerveaux de la planète. C'est-à-dire que ce n'est pas pour venir chez nous pour travailler avec des bons ingénieurs. Des bons ingénieurs, ils en ont. Donc c'est extrêmement important, si on veut avoir des relations avec les industriels, qu'on leur propose une offre de service, si on peut dire, qui est constituée de chercheurs de très très haut niveau. Donc les deux doivent être compatibles, si je peux dire. Et alors, vous avez raison d'insister sur le mot planète, parce que c'est le cas, hein, la moitié de vos chercheurs viennent du monde entier. Absolument. Donc INRIA, c'est à peu près 1800 chercheurs, auxquels il faut ajouter à peu près autant de collaborateurs universitaires. Et plus de la moitié de nos chercheurs sont étrangers. Nous, aujourd'hui, notre terrain de jeu, c'est le monde. D'ailleurs, vous voyez comme un entraîneur de club de foot, hein, vous voulez faire votre mercato. Oui, c'est comme le mercato. Nous, on attire les meilleurs. Alors, on ne les attire pas forcément avec des salaires mirobolants, il faut être honnête. Avec quoi alors? Avec l'environnement. L'environnement. Pour un chercheur, pour lui, le plus important, c'est d'aller travailler avec les meilleurs de la planète. Et on accueille des gens de tous les pays. En plus, aujourd'hui, avec le web, tout le monde sait très bien où sont les très bons de son domaine. Et donc, les gens candidatent chez nous pour venir faire une thèse, un postdoc ou à trouver un poste de chercheur permanent parce qu'ils sont attirés par les meilleurs. Et donc, il y a ce côté un peu boule de neige qui font que les meilleurs attirent les meilleurs. Si on vient à vos relations avec les grandes entreprises, vous travaillez beaucoup avec des grands groupes américains, des Google, des Microsoft. C'est logique, hein, c'est les plus gros acteurs de ce secteur. Et les Français là-dedans? Alors nous, on travaille avec les meilleurs du monde et on est très contents. Quand Microsoft vient nous voir pour faire un laboratoire commun avec nous, ils viennent nous voir juste... c'est des gens très pragmatiques. Donc s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils savent qu'ils vont avoir chez nous des choses qu'ils n'auront pas ailleurs. Donc, ils payent donc pour ça, en fait? Ils financent? Nous, on finance en nature, si je peux dire, et eux financent en espèces sonnantes et trébuchantes. Et ils ont aussi des chercheurs de très bon niveau avec lesquels on coopère. Et après, on se partage la propriété d'éventuelles découvertes? Absolument. On s'est réglé au départ, hein, on se partage la propriété. Et donc ça marche bien avec les gros Américains? Ça marche, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous avez cité effectivement Microsoft, Google, mais on a aussi un laboratoire commun avec Alcatel-Lucent. On a une collaboration très forte avec EDF, GDF, une autre avec Total. On est en ce moment pour parler avec Safran et Alstom. Donc aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que tous les secteurs sont touchés par le numérique. Et les industriels se rendent compte qu'ils ont besoin de compétences externes. Et donc, on est plutôt sursollicité, ce qui est une bonne chose. Et alors, si on descend un peu dans l'écosystème industriel, on trouve les PME aussi. J'imagine que c'est un terrain de jeu important et un enjeu pour les PME françaises. Alors ça, c'est un enjeu clé et encore plus difficile. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie c'est le deuxième axe de notre politique de relation avec le monde industriel, c'est de développer la relation avec les PME
ou bien en créant, c'est les startups, on en parlera peut-être après, mais aussi d'aider les PME existantes à faire du numérique. Donc là, on est sur des échelles de temps qui sont évidemment beaucoup plus petites. Sur les grands groupes, on est dans des relations souvent sur des feuilles de route un peu longues, de 5 à 10 ans. Sur les PME, on est sur des laps de temps beaucoup plus courts, typiquement 12 à 36 mois, 1 à 3 ans. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire du transfert, c'est-à-dire qu'on a une invention chez nous et on voudrait la transformer en innovation. Et là, pour que ça rentre dans un produit de la PME et que ça crée de la valeur. Et donc là, le garant du succès, ce n'est pas une énième publication, c'est vraiment est-ce qu'on a réussi à aider la PME à créer de la valeur. Et alors, ces chercheurs ou ces chercheuses, vous les encouragez justement aussi à créer leur propre entreprise, à créer leur start-up. Comment est-ce que vous les accompagnez justement dans cette démarche? Alors effectivement, la création de start-up, c'est le 3e volet de notre politique de transfert. Donc on crée à peu près entre 6 et 8 start-up par an. Et ça, chaque création de start-up est une aventure qui est vraiment une aventure individuelle. Donc la plupart du temps, c'est un chercheur, alors parfois un chercheur permanent, plus souvent quelqu'un qui vient de finir sa thèse ou qui a fait un postdoc, qui a une idée, et après il faut transformer cette idée en start-up. Et donc on a un processus interne d'accompagnement, parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, mais si vous n'avez pas de clients, ça ne sert à rien. Et donc on accompagne les chercheurs de façon vraiment individuelle pour les aider à créer leur start-up. Parce qu'en effet, on le disait en introduction, on a un très bon niveau mathématique, numérique. Après, la capacité à créer une entreprise, le goût d'entreprendre, c'est encore une autre dimension. Vous arrivez à transformer un chercheur en entrepreneur? Donc on a effectivement une filiale qui s'appelle IT Translation, qui aide en fait les startups. Donc il n'y a pas d'obligation. Donc une startup peut venir de chez nous et ne pas passer par IT Translation, ou réciproquement, une startup qui ne vient pas de chez nous peut passer par IT Translation. Et l'idée, c'est justement de verser ce premier argent qui est souvent difficile à obtenir, donc ce qu'on appelle les 300 premiers 1000 euros. Donc on a un fonds donc, de 30 millions d'euros. Et donc l'idée, c'est que si on investit plusieurs fois 300 000 euros, eh bien si une fois sur 10, ça nous rapporte 3 millions d'euros, on rentre dans nos frais et on recommence, et c'est vertueux. On peut prendre un exemple concret. Vous avez une chercheuse qui s'appelle Pascale Vicablanc. Vous pouvez nous en parler justement? Donc, absolument. Donc, c'est quelqu'un auquel on vient de décerner le prix de l'innovation. Donc c'est quelqu'un qui faisait du cloud computing et puis qui travaillait avec les PME. Et à un moment, on lui a fait remarquer que le produit qu'elle avait développé, il y avait vraiment matière à créer une entreprise. Et elle a franchi le pas, donc elle a créé son entreprise. C'est une chercheuse pure, elle. C'est une chercheuse pure, elle a même franchi doublement le pas puisqu'elle est allée dans la Silicon Valley, et donc avec mari et enfants. Et donc son entreprise vient de faire une levée de fonds de 4 millions de dollars. Et on ne peut jamais être sûr que le succès va être au rendez-vous, mais elle a passé des belles étapes et on est très optimiste sur son devenir. Merci beaucoup Antoine Petit pour ces explications. J'espère que maintenant on connaît un peu mieux les missions de l'INRIA. Merci à vous. Au revoir.